Salut tout le monde, ici Jeff Carrière et bienvenue au podcast Richesse et Liberté. Aujourd'hui, ça va être exceptionnel encore une fois, comme tous les jours. On a reçu une femme qui redéfinit complètement les standards de la performance dans un secteur qu'on dit souvent attitré aux hommes. Et là, on va en jaser une shot parce qu'elle est première vice-présidente senior associée chez PMML, Bureau de courtage immobilier. Pour moi, elle est une sommité en matière de vente de terrain et de projets multirésidentiels. OK? Également, des dizaines et des dizaines de listings, si tu vas sur sa page, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il y a à vendre, pas juste chez PMML, mais sur son listing à elle. Récemment, elle a été panéliste au prestigieux Sommet de l'immobilier que tu as peut-être participé ou tout simplement que tu as vu passer des publicités, tu n'as pas été encore, mais peut-être l'année prochaine, ça va y aller pour toi. Récemment, elle a fait une belle transaction d'un de nos mentorés, plus de 50 logements vendus à Grenville, un projet de 50 logements. On va en parler un petit peu des projets immobiliers tantôt. Écoute, elle a une formation, un cerveau juridique à pallier à justement une écoute active par rapport au développement immobilier des terrains. Elle accompagne les développeurs immobiliers, investisseurs immobiliers. Moi, c'est une femme qui me passionne dans ses propos. J'écoute beaucoup de ses podcasts. On va regarder ça aussi aujourd'hui. Bienvenue, Sophia. Merci beaucoup, Jeff. Premièrement, merci pour l'invitation puis cette très belle introduction. Je ne l'ai pas trop scrappé. Non. Ça a bien été. C'était parfait. Malade. Écoute, Sophia, là, c'est quoi cette personne-là, cet individu-là? Je te dirais, Sophia, c'est une personne comme tout le monde. C'est une personne très simple, mais c'est une passionnée. Oh. C'est une passionnée. Moi, je suis une passionnée du foncier. J'ai commencé à comprendre le foncier très jeune. Vers l'âge de 19 ans, 18 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Parce que j'avais reçu un cadeau qui était justement un terrain de mon père. Et c'était mon premier terrain. C'est là que j'ai appris à comprendre c'est quoi un zonage, c'est quoi le foncier, c'est quoi le terrain, etc. Puis plus tard, sans le savoir, j'étais en train de faire un choix de carrière à 19 ans sans le savoir. Ça, c'est quand même assez exceptionnel de prendre conscience déjà à 19 ans, t'as même pas de la vingtaine, que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne. C'est-tu parce qu'il y avait un côté cartésien dans le terrain? Parce que quand on analyse un titre, c'est très cartésien. 100%. Bien, dans le fond, comment ça a commencé, c'est que j'ai reçu ce terrain-là en cadeau de mon père qui m'a dit, Sophia, voici, je te donne une partie du terrain familial, puis tu peux en faire ce que tu veux. Puis moi, à 19 ans, je voyais que de la terre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis j'étais en plein début de mes études à l'université, etc. Fait que j'ai laissé ça de côté. Puis pendant mes études, moi, j'ai fait des études en droit, comme tu sais, en sciences politiques à l'UQAM. Puis c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Puis je me suis dit, on peut faire plus qu'une maison sur un terrain au final. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai appris un peu c'était quoi. Puis par la suite, les choses ont fait que j'ai pas terminé dans le juridique. Je m'en suis en allée vers ma passion, qui était le foncier. Puis quand j'ai commencé le foncier, bien, moi, quand j'ai commencé à étudier le courtage immobilier, je savais que j'allais faire du terrain. Je savais, puis les gens dans le temps me disaient, Sophia, ça n'existe pas un courtier spécialisé en terrain et tu ne feras pas d'argent. C'est trop difficile. Les terrains, ça se vend pas comme un immeuble, un 4plex, un 6plex, un 8plex. C'était folle. Mais c'est ça, j'ai fait pareil. Puis aujourd'hui, ben 5 ans et demi plus tard de carrière immobilière, je peux vraiment le dire à tout le monde, puis je suis fière de le dire, je suis le courtier qui a listé le plus haut volume transactionnel de terrain à travers toute la province du Québec. C'est malade. Oui. Malade. Just by that. Écoute, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, moi, la personne que j'ai acheté le plus de terrain, il est décédé il y a 2 ans. C'est un courtier immobilier de longue date, 81, je pense qu'il est décédé. Il faisait encore du courtage là, à 79. Là, parce que c'est un métier qui est super intéressant parce que c'est pas physique, c'est pas dur, t'auras pas mal au dos, t'auras peut-être avoir mal un petit peu aux yeux. Là. Moi, je suis rendu avec des lunettes, là, faut dire que je suis un petit peu plus âgé que toi, mais à force de regarder l'écran, mais c'est pas quelque chose qui demande vraiment de l'effort physique, c'est mental. Par exemple, il faut faire attention à ça. Hein. Comment, justement, on saute tout de suite là-dedans, dans le bain, là, on fait du coq à l'âne, mais ton mental, parce que le fait d'être
comment tu restes concentré à lire justement des documents en lien avec le foncier? Je dirais que être un courtier immobilier, la première des choses, c'est un métier de marathonien. Oh. C'est pas physique, mais c'est mental. Et c'est aussi une question de mindset. C'est un métier excessivement exigeant parce que c'est un métier où est-ce qu'on doit être disponible pour nos clients presque tout le temps. C'est un métier où est-ce qu'on est obligé de faire travailler notre cerveau à plusieurs reprises dans une journée, mais de façon très excessive en négociation. Il faut faire attention aux clauses qu'on rédige. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à l'information qu'on transmet parce qu'on est des transmetteurs d'informations dans 80% de notre journée. On transige entre des parties. Donc, on transmet de l'information. Fait que ça demande de l'exercice. Fait que moi, je te dis, c'est un métier où est-ce que il faut avoir une vie saine, puis il faut être capable d'avoir de l'endurance mentale. Fait que quelqu'un qui va devoir remplacer, par exemple, je te dirais un sport. Moi, je le compare beaucoup au marathon parce que c'est un sport d'endurance. C'est un sport d'endurance mentale. Mental. Je le vois comme ça. Fait qu'il faut être endurant, il faut avoir de la patience, puis il faut être capable de jongler plusieurs rôles aussi, parce qu'un courtier, c'est pas uniquement un courtier immobilier, là. Non. C'est un psychologue, c'est un négociateur, c'est un avocat, c'est tout, là. C'est vraiment, on fait de tout dans notre journée. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, comme développeur immobilier commercial, on a les mêmes éléments. Tu sais, moi, souvent, je rédige un bail ou on m'envoie un bail puis je modifie des clauses. Ouais. Mais là, des souvent me disent, hey, tu n'utilises pas un avocat? Pas tout le temps, tu sais. Je veux dire, souvent, après 20 ans, Ouais. souvent, je suis meilleur que ben des avocats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs. Moi, je transige avec énormément de développeurs qui vont avoir acquéri une expérience de rédaction parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Puis des fois, ben, l'expérience qu'ils vont acquérir dans la rédaction de leurs clauses va aussi paraître que c'est des bons négociateurs. Des fois, ils vont éviter certains problèmes qui pourraient arriver dans la négociation en rédigeant une clause d'une telle ou d'une telle manière. Donc, c'est sûr et certain qu'un avocat reste un avocat. Et moi, je vais toujours recommander que les gens puissent avoir affaire à la révision d'un avocat à la fin. Mais toujours est-il, quand quelqu'un, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il fait ça, il est capable tout de suite d'éliminer des balles courbes en ayant une rédaction d'expérience. Éliminer des futures négociations, des petits points qu'on sait qui vont revenir sur la table. Donc, oui, en effet, les développeurs, je vois ça très, très souvent m'arriver avec leur propre promesse d'achat maison. Puis là, t'es modifié un petit peu où tu dis, ça te dérange pas, gars, je peux en pondre une, puis on peut faire un mix des deux? Ça dépend. Ça dépend. Souvent, je vais essayer toujours d'utiliser une promesse d'achat que moi, je suis sûre et certaine que les clauses sont parfaites, que les clauses ont été vérifiées, que nous, par exemple, chez PMML, on a un beau département de conformité. On est sûr et certain que nos clauses sont révisées, sont correctes, sont fiables. Puis, on va toujours essayer de prendre l'entité, on va prendre l'ADN de l'offre d'achat du développeur, puis on va essayer de la mettre sur papier. Mais si l'acheteur tient absolument à présenter son offre, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas le refuser. Mais on va lui donner les recommandations. C'est le fait d'être supporté, justement, dans un magnifique bureau comme vous avez, parce que vous avez du support en tabarouette, là, c'est assez exceptionnel. Ouais. Écoute, c'est un cabinet qui est parmi les grands au Québec et qui s'en vient se mesurer aux grands au Canada. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit ça éventuellement, là, qu'on transfère de province. C'est déjà fait. Ah oui, vous avez un bureau en Ontario? Donc, oui, le bureau en Ontario est officiellement ouvert, puis on a officiellement des courtiers actuellement opérationnels en Ontario. Tu sais, je l'avais même pas, je l'ai pas vu passer, ça. Ouais. Donc, félicitations, Patrice, good show! Mais, donc, le fait d'être supporté pour ça, dans ton choix de sélection, parce que tu avais le choix. Là. Quand tu avais ta licence, tu as passé ton examen. Toi, est-ce que tu savais que tu t'en allais directement chez PMML ou chez Remax ou whatever? Là? Moi, j'ai eu la chance que Patrice m'a donné de pouvoir voir une partie de l'avant PMML, c'est-à-dire de rentrer dans l'administration PMML avant de devenir courtier. Oh, OK. Fait que moi, c'était
tracé pour moi, c'était PMML parce que je voyais une structure, je voyais une façon de travailler qui était vraiment hors norme, qui dépassait les limites. Chez PMML, là, je voyais les gens, tout le monde se dépasser, puis c'est ça que je voulais. Parce que je pense que PMML, c'est une entreprise, c'est aussi une bannière où est-ce que tu peux réaliser tes rêves. Tu rentres là, il n'y a pas de limite. C'est toi ta limite, là. C'est ça, c'est toi-même ta propre limite. Donc, moi, c'était pas, j'enlève rien aux autres. Moi, c'était tracé. J'aimais le modèle d'affaires, j'aimais comment ça fonctionnait. Puis c'est là que j'ai commencé. J'ai jamais travaillé ailleurs. Malade. Écoute, la vibe est importante dans un bureau. Hein? C'est tellement... Toi, tu es au bureau du Vieux-Montréal. J'étais au bureau du Vieux-Montréal. Moi, c'est là que je t'ai vu. Oui. Pendant 2 ans et demi, j'étais au bureau du Vieux-Montréal. J'étais d'ailleurs parmi les premiers courtiers à l'inauguration de ce bureau-là. Puis maintenant, je suis rendue au bureau de Laval, au Centropolis. Oh, OK. Parce que l'autre fois, j'ai assisté à... Il y avait une séance sur, justement, l'efficacité énergétique. Je t'ai pas vu. Mais, tu vois, parce que j'étais à Laval. Mais c'est un beau bureau qui vient de... Ça fait pas longtemps qu'il a été inauguré. Exact. Ça fait à peu près 2 ans, mais on a toujours eu un bureau à Laval qui était au même endroit, était au Centropolis. C'est juste qu'il était en face. Puis là, l'équipe a grossi. Donc, ça fait 2 ans, on a ouvert 2 ans et demi ou 3 ans même, qu'on a ouvert le deuxième à Laval. On a fermé l'ancien, on a pris des plus grands bureaux au Centropolis maintenant. Tu commences ta carrière comme courtière immobilier, mais là, tu es dans un monde d'hommes, hein? Faut se le dire. Ouais. Plus d'hommes courtiers immobiliers que de femmes. Je sais pas c'est quoi. Sais-tu la statistique ou. Non, je la sais pas, mais je te dirais que dans le terrain, il n'y en a presque pas. Ah, okay. Dans le commercial spécialisé en développement de terrain, les courtiers qui accompagnent les développeurs, les constructeurs et les investisseurs au niveau construction, développement, tout ça, j'en ai pas connu. OK. Je vois des hommes, mais j'ai pas connu de femme qui a cette spécialité. À part le fait que ton père t'a laissé un terrain, qu'est-ce qui t'attire profondément dans le terrain? Bien, le terrain, la première des choses, c'est comme le avant-après. Le terrain, c'est avant même que tu ailles un immeuble. Le terrain, c'est l'imagination. C'est comme, il n'y a pas de limite. Tu as un terrain, let's go, on le développe. Le terrain, c'est la première des choses qui va dicter le marché. Si moi, je développe un bon développement sur mon terrain, si mon terrain est bien développé, bien réfléchi, bien pensé et qui est pensé pour l'avenir, bien, j'ai pas de mal un jour, dans 10 ans, 15 ans, à revendre les immeubles. Fait qu'un terrain bien développé, ça dicte l'avenir. Fait que moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'on a des projets, on a des terrains, on a des gens qui viennent imaginer le futur d'une ville, d'une municipalité, puis qui donnent une touche. J'aime beaucoup voir les constructeurs d'aujourd'hui, développeurs d'aujourd'hui qui pensent à la communauté, qui pensent aussi au futur de l'être humain. On le voit là, beaucoup là, ces dernières années, ouais. C'est très important. Ben moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'on part de rien. Puis moi, quand je finis une transaction après, puis les transactions, ça, il faut le dire, les transactions terrain, c'est excessivement long. Ça peut durer 12 à 18 mois, des fois même plus dans certains développements, mais t'es parti d'une terre avec rien, puis à la fin du projet, tu vois un projet levé, t'es fier, t'as fait partie de ce processus-là, t'as fait partie de ce développement-là. Est-ce que tu conseilles un peu aussi 100%. Tes investisseurs dans leur vision ou souvent ils arrivent avec un projet déjà mâché? 100%. Tu vas voir, il y a plusieurs types d'acheteurs. Dans le terrain, moi, je les divise en 3 catégories. Tu as les premiers acheteurs, donc la première fois qu'ils vont faire un développement. Donc, un peu d'éducation à faire. Exactement. Ceux-là, on va beaucoup les accompagner, on va les diriger, on va leur présenter des bons professionnels parce que ça, je ne cesserai jamais de le dire, être accompagné par les bons professionnels, c'est pas un luxe, c'est primordial. C'est une nécessité. Hein? Puis, les deuxièmes acheteurs, je te dirais, c'est ceux qui ont l'habitude de construire, mais qui sont pas rendus à construire des projets de très haute densité. Puis, tu as les professionnels qui sont les experts qu'on connaît, qui construisent les plus gros projets immobiliers actuellement dans la province du Québec. Ils sont divisés en 3. Fait que chaque acheteur n'a pas nécessairement besoin des mêmes choses de la part de son courtier. Il n'y a pas besoin il n'y a pas les mêmes attentes. Si je fais une transaction avec un développeur qui a construit plus de 5000 portes, il n'y a pas besoin que je lui dise quel professionnel appeler. C'est un acheteur aguerri. Par contre, il y a besoin que moi, je sois sur le target, sur mes délais, sur mes suivis, sur ma structuration, sur ma rédaction, sur ma négociation. Mais le premier acheteur qui achète un premier terrain pour bâtir un 6 logements, c'est pas la même chose. Et bien que ta carrière
comme courtière, on peut dire qu'elle est assez jeune comme courtière, oui. Mais quand même, l'expérience au niveau chez PMML est quand même là. T'as-tu vu, là, je pose une question parce que moi, ça me fascine. T'as-tu vu à date un premier acheteur d'un premier terrain qu'il n'avait jamais acheté? Puis là, il est passé, mettons, t'as fait une deuxième transaction avec lui, là, un 60 logements et plus à construire, exemple. Oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Puis ces gens-là que j'ai vu faire ça, j'ai eu un acheteur qui m'a appelé un jour qui m'a dit « Sophia, je veux acheter ce terrain-là. » Bien, premier réflexe, il faut que je regarde, y a-t-il l'expérience pour le faire? C'est-tu un bon produit pour lui? Parce que le but, c'est pas juste de vendre le terrain, là. Le but, c'est de s'assurer que l'acheteur, c'est le bon client pour ce terrain-là, pour mon vendeur aussi. Parce que sinon, si ça fonctionne pas, ben ça va casser au milieu de la transaction. Ça va toujours péter. Voilà. Mais j'ai déjà eu un acheteur qui a acheté un terrain pour la première fois de sa vie, qui a décidé de construire un 4plex, qui finalement l'a transformé en maison de chambre à côté d'un cégep, un 4plex de très grosse dimension qui s'est transformé en 16 chambres locatives à côté d'un cégep sur un ancien terrain d'une ancienne station-service qui était contaminé. Il a pris le Saint Graal comme premier terrain. Il a tellement sorti ça. Il a travaillé très fort. Il s'est sorti de toutes les problématiques qu'il a trouvées. Par la suite, quand tu as acheté ça, il n'y a plus rien qui te fait peur. 2 ans plus tard, il est venu me voir pour acheter un terrain pour faire un 50 logements. C'est assez impressionnant parce que moi, j'arrête pas de le dire. Les terrains problématiques, c'est les plus payants. C'est les plus fun aussi. C'est dynamique, c'est cool. Les obstacles sont là. Mais toi, comme courtier, d'avoir une promesse d'achat qui s'échelonne souvent, comme tu as mentionné tantôt, sur 12, 14, 18 mois, et quand même, là, comment tu suis ça? Ou comment tu arrives à... Parce que vous autres, vous êtes payés à rémunération. 100%, on est payé au résultat. En plus, fait que le temps que la roue, elle tourne, là. Oui. Puis... C'est une partie du courtage qui est difficile. Puis moi, la chance que j'ai eue, c'est que non seulement j'ai choisi cette spécialisation, que la roue est très longue avant qu'elle commence à tourner, parce que justement, les transactions sont longues, mais j'ai aussi eu la chance d'être formée sur le multirésidentiel. Donc, j'ai fait et j'en fais jusqu'aujourd'hui des transactions multirésidentielles, le temps que les transactions terrain se fassent. Aujourd'hui, ça fait bientôt 6 ans que je fais ça. La roue, elle tourne, puis ça va bien, puis l'équipe grossit, puis ça va super bien. Mais encore là, c'est un métier difficile, puis le marché aussi. Le marché fluctue. Le marché, il y a une année où est-ce que tout le monde veut vendre, il y a une année où est-ce que tout le monde veut développer, puis il y a une année où est-ce que tout le monde veut construire, puis il y a des années où est-ce que personne ne veut rien faire. Puis ça s'applique pas juste au terrain, ça s'applique au courtage immobilier en général. Surtout le commercial est très, très influencé par ça. Par contre, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas vrai que ça va s'arrêter. Parce que c'est dans les moments les plus pires et dans les moments où est-ce qu'on a connu des récessions, des guerres, c'est là que les gens se sont enrichis. Donc, celui qui arrête de faire des transactions parce que les taux ont monté, là, il n'a rien compris. Il faut continuer à faire des transactions parce que c'est pendant que les taux sont hauts que plusieurs de tes pairs ne peuvent pas acheter, que toi, tu peux acheter, puis tu vas corriger les choses avec le temps. Fait que moi, mes acheteurs qui ont acheté pendant 2023, 2024, pendant que les taux étaient hauts, ils sont en train de rire en ce moment. Ils ont fait les meilleurs deals. Il n'y avait pas d'acheteurs. Écoute, moi, c'est drôle parce que quand j'ai parti de l'école de formation à Perron, c'était ça, là. On était dans pleine pandémie, puis tout le monde disait c'était nos plus belles années. Attends. Hey, tabarouette. Moi, je pense, à un moment donné, je pense que je suis monté à 26 promesses d'achat de front, mais je préparais tout ce qui s'en venait, puis tout le monde disait que j'étais fou. Puis là, je disais ça dans les réseaux sociaux, même si le taux d'intérêt a monté, a arrêté. Il y a eu la passe, tout le monde a fait du cash. On a créé plein de multimillionnaires. Puis là, après ça, eux se sont retrouvés dans la difficulté parce que là, il fallait qu'ils se mettent à travailler pour de vrai. Ouais. Ils ont eu la facilité. Puis là, il fallait vraiment qu'ils travaillent pour de vrai. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait en parler pendant des heures, là, toi et moi. Mais après ça, il faut quand même continuer à piocher puis avancer puis développer les terrains. Là, 100%. Puis développer un terrain, tu sais, des fois, ce que j'aime aussi dire aux gens, oui, c'est vrai ce que tu viens de dire, puis c'est un point important, je pense, Jeff. Il y a des gens qui ont eu la facilité, ils ont fait un coup de circuit, ils ont fait 2-3 millions de profits sur un terrain. Ça n'arrivera pas toujours. Non. Développer du terrain, ça veut dire travailler. Ça veut dire réellement
maître de sa sueur. Parce que les développeurs, souvent, on voit, il a acheté le terrain à 1 million, il l'a revendu à 3, 4. Mais il y a eu de l'investissement au-dessus de l'acquisition. Il faut le dire. Moi, je vois des clients acheter un terrain puis trimer pendant 2-3 ans avant d'arriver à un projet à terme. Combien de professionnels ont été payés? Combien de dépenses ont été payées? Combien de frais de développement ont été injectés là-dedans? Faut le dire. Il y a des frais en arrière. C'est pas si facile que ça. Puis, un autre point, les développeurs qui font un coup de circuit, on peut pas faire un coup de circuit par année. Il y a des terrains où est-ce qu'on fera pas des coups de circuit. Il faut l'accepter. Il y en a. Ben, moi, à un moment donné, quand j'ai commencé ma carrière en développement immobilier, tu sais, je voulais tout le temps faire des home runs. Puis à un moment donné, j'ai un de mes chums de Gatineau, Marc, il me dit, Jeff, tu sais, au baseball, là, on fait pas juste des home runs. D'ailleurs, celui qui fait des home runs, il se fait tout le temps retirer. Mais il dit, allez au premier but, c'est le fun une fois de temps en temps, puis allez au deuxième, un double, puis un triple, tu sais. Fait que là, c'est la même chose. Comme tu viens de mentionner, parfois, on va faire un plus petit terrain, un moyen terrain, 100%. puis le coup de circuit arrive. Exact. Puis il faut suivre le marché aussi, Jeff. Hey, le marché des coups de circuit, là. Ben oui. Les gros terrains, c'est long en tabarouette à vendre. Là. Voilà. Moi, j'arrête pas de le dire. Tu veux flipper des terrains, reste dans du 6 à 24. Puis 24, 6-18, là, c'est le best des best. Tu veux flipper des terrains, achète, prédéveloppe, revends, puis tu vas faire de l'argent parce que tu es dans une niche de développeurs, d'acheteurs, de cogneurs de clous. Exactement. Tu as plus de constructeurs dans cette catégorie entre 6 à 24 logements que tu as de constructeurs qui construisent du 50 et plus et du 100 et plus. Quand moi, je sors un produit pour 100 portes et plus, les acheteurs, j'en ai pas 2000, là. Non. Ils sont connus. On sait exactement quelle porte cogner. Puis ça, des fois, j'ai de la difficulté à éduquer les gens parce qu'il faut qu'ils comprennent que le terrain, chaque développement, puis chaque secteur et chaque segment a son propre bassin d'acheteurs. C'est sûr et certain que sans porte et plus, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir le bâtir. Hey, un 100 logements, là, on est rendu à... Ça ressemble à quoi le nombre de jours, à peu près? Grande région métropolitaine. Transactionnel? Transactionnel, oui. Un 100 logements, ça va dépendre de où est-ce qu'était rendu le terrain. Okay. Donc, si j'ai un terrain zoné de plein droit, grande région de Montréal, souvent sont zonés de plein droit. Donc, on n'a pas besoin de faire un changement de zonage. On n'a pas de PPC-moi à faire. Donc, on a un terrain zoné de plein droit. S'il n'y a rien qui est fait, puis on a juste un terrain zoné de plein droit, il faut s'attendre à une transaction d'environ 12 à 18 mois parce qu'il y a tout un développement à faire. Même si le terrain est zoné de plein droit puis que demain matin, on peut faire ce qu'on veut, il y a quand même une procédure. Ah, OK. Toi, t'es pas la courtière qui marque « Hey, possession 30 jours, là! » Jamais de la vie. J'en ai aucun. Possession 30 jours. Ça n'existe pas. Dans un condo, mais j'en ai jamais fait. C'est assez impressionnant. Le rôle de la femme dans le milieu de l'immobilier. Oui. D'aujourd'hui, au niveau du courtage, on en voit, là. Il commence à en voir. Dans le commercial, oui. Dans le résidentiel, il y en a beaucoup. Beaucoup. Oui. Dans le commercial, il y en a moins. Exact. Mais je te dirais que nous, chez PMML, on est vraiment beaucoup de femmes. Puis on a plusieurs femmes qui sont courtières immobilières commerciales. Si je parle global, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dans le commercial, mais quand j'en vois, moi, je suis fière de voir plus de femmes dans ce métier-là parce que je pense qu'en tant que femme, on a une touche de technicalité sophistiquée qu'on peut apporter dans le transactionnel qui aide souvent. Parce que dans le commercial, 80% des négociations, c'est de l'ego. Puis la femme, elle a une intelligence émotionnelle qui est capable des fois d'apaiser les tensions. Moi, je trouve que c'est un plus et que les femmes qui veulent se lancer devraient. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme pour moi. Il y a bien des femmes pilotes, il y a des femmes chauffeurs d'autobus, il y a des femmes dans les mines, il y a des femmes dans l'armée. Donc, pour moi, il n'y a pas de métier femme ou homme. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Moi, je me lève le matin, je suis très heureuse d'aller au bureau. Je me couche le soir, j'ai hâte à ce qui va se passer la semaine prochaine. Moi, j'ai assez hâte que la nuit finisse. Mais c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, là, je suis en ce moment, on est en train de faire cette belle émission, puis je suis en train de penser à mes prochains projets. C'est incroyable. Il faut juste être passionné. Puis je pense que la femme, elle a sa place partout. Puis quand la femme est capable de démontrer sa valeur et ses connaissances, aucun problème. Puis aussi, s'instruire, puis ne jamais prendre un moment vide. Moi, il n'y a aucun moment où est-ce que je fais rien, même quand je suis chez nous. Je te challenge un peu dans ton expérience vécue, sans nommer de nom nécessairement en plus, ça c'est super important. Transaction
Sophia homme, Sophia femme. Laquelle qui a le plus d'embûches? Aucune. J'ai de la facilité à transiger avec des les femmes deux. et j'ai de la facilité à transiger avec les hommes. Parce qu'il y a pas... Quand on rentre dans un métier où est-ce qu'on est habitué de parler avec des gens à tous les jours, c'est un métier où est-ce qu'on discute beaucoup, où est-ce qu'on a beaucoup de relationnel, où est-ce qu'on rencontre des gens, on est capable autant de travailler avec des femmes que autant travailler avec des hommes. Moi, une femme développeuse, j'en ai une femme développeuse actuellement. J'ai 2 transactions avec une femme développeuse en offre d'achat acceptée actuellement. C'est incroyable. Je suis tellement fière d'elle. Je la vois parler avec ses sous-traitants, à négocier ses matériaux. C'est incroyable. Puis elle, quand elle m'appelle, je lui règle toutes ses petites affaires. Elle dit, Sophia, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Parfait. Appelle la ville. Tu sais, il n'y a pas de problématique à travailler avec une femme ou travailler avec un homme. Les hommes... même chose. Des fois, au début, sont étonnés, surtout dans des transactions de plusieurs dizaines de millions de dollars. Quand on monte dans des transactions, parce que c'est principalement ça le terrain, hein, c'est des projets. On voit un terrain qui coûte 2 millions, mais en arrière du terrain de 2 millions, c'est un projet de 15-20 millions de dollars. Les hommes, des fois, au début, sont « Ah, c'est une femme », tu sais, mais j'ai jamais eu à date, aujourd'hui, de barrière. Au contraire, mes clients hommes sont hyper heureux de faire affaire avec moi. Non, mais c'est sûr que quand on te rencontre puis on fait des rencontres d'affaires avec toi, tout de suite, tu dictes un peu l'allure de ce qu'elle va avoir de l'air du début jusqu'à la fin de la transaction. Donc, non, mais il faut dire les choses, les vraies choses pour avoir collaboré avec toi. C'est tout de suite, on sent déjà l'élan qu'on va aller. On sent déjà l'énergie qu'on va prendre. On sent où est-ce qu'on s'en va. Donc, il n'y a pas de midi à 14 heures, là, puis Puis on s'en va au but. Parce que moi, c'est ça ma mission en tant que broker. Ma mission, c'est d'emmener mon client à son but ultime. Construire son projet. Si c'est un vendeur, vendre son projet. Si c'est un développeur, développer son projet. Fait que moi, je suis comme la personne qui est l'allié. Moi, je dis toujours à mes clients, moi, je suis votre allié. Moi, je suis là pour m'assurer que tout fonctionne. T'es la body. Exactement. Les femmes dans le milieu de la construction, t'en as parlé un petit peu. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez encore. C'est vrai. Moi, je trouve qu'ils ont une façon d'analyser la construction que nous autres, les gars, là, ouais, c'est beau, c'est correct. Ouais. Mais la femme, non, ça marche pas. Je sais parce que je suis partenaire avec ma femme. Oui. Puis, puis en ce moment, on est en train de faire des travaux à la maison. Puis, tu sais, elle va souvent ses chantiers. Puis, elle challenge le monde, là, tu sais. C'est comme... c'est elle qui est comme tabarnache. C'est comme ça que ça marche. Non, t'es pas à la bonne place. C'est là que ça va. Puis t'es d'accord avec moi que la femme dans le milieu de la construction réussit très bien. D'ailleurs, on a des grandes constructeuses. Oui. Je sais pas, ça se dit-tu constructeuse? Je pense pas. Grande constructeur. Constructeur. Ouais. Je ne dirais pas à Marie-Ève, ma pédagogue, elle va me chicaner, là, mais tu sais, Prével, entre autres, Oui. qui est une femme. Donc, c'est des exemples qui sont vraiment le fun. Au niveau des villes, on voit encore quand même, la parité s'en vient, mais de ce que j'aime beaucoup, moi, c'est on voit que la femme, dans le domaine de la vision du développement immobilier, comprend plus de choses qu'un homme qui veut juste faire un immeuble pour faire un immeuble. Excusez-moi, là, je le dis comme ça, mais moi, là, j'envoie des projets. J'ai beaucoup d'élèves qui c'est masculin. J'ai peut-être juste 25% de femmes, mais je le vois. Là. Eux autres font un immeuble pour faire un immeuble. On rentabilise le maximum de nombre d'étages. Puis souvent, c'est moins réfléchi. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu fais un 16 logements, t'es d'accord avec moi, 3 étages sur terrain, ça marche pas bien. J'en ai vu ça va te coûter des coûts de construction de 50 logements. Mais pour répondre à cette question-là, Jeff, moi, je pense que la femme, elle a un plus qu'elle peut apporter parce que la femme est méticuleuse. Ouais. La femme, elle a le souci du détail moins que l'homme. Mais moi, je pense que le meilleur des mondes, c'est un mix des deux. Les plus beaux projets que moi, je vois en ce moment, c'est des partenaires d'affaires. C'est souvent... Puis, tu sais, on voit beaucoup de grands développeurs, mais il y a toujours des femmes en arrière. Hein? Il y a toujours des femmes. Moi, je pense que c'est le mix des deux. Il y a le côté fonceur des gars que j'aime bien, parce que l'homme, c'est un fonceur. L'homme, il prend des risques. L'homme, c'est l'adrénaline. Exactement. Mais la femme, elle est plus... terre à terre, elle est plus attends, faut qu'on analyse. Moi, je pense que ce métier-là, les femmes qui ont peur de se lancer,
Ils devraient pas avoir peur. Les jeunes, là, la nouvelle génération qui rentre, là, les 25 ans, là, eux Ouais. autres, là, je les trouve plus réfléchis que nous autres. C'est vrai. Pour moi, là, je trouve C'est vrai. que... Ils sont plus attentionnés. Ouais. Ouais. Toi aussi, t'as remarqué ça parce que t'as toutes les clientèles, Ouais. tous les âges, là, c'est ça qui est Moi, j'ai un intéressant. client qui a 26 ans qui est en train de faire une transaction actuellement pour développer un projet d'à peu près 400 portes. Wow. C'est incroyable. Il a 26 ans. Son équipe est hyper jeune aussi. Puis ce gars-là, il a déjà 300 portes acquises à son actif. Malade. C'est incroyable. Hey, t'étais dernièrement au sommet. Ouais. Parle-moi donc de cette expérience-là du sommet, là, panéliste. Là. Parce que je te vois souvent comme panéliste. T'aimes vraiment ça, partager. Hein? 100%. Puis c'est vrai, je suis maintenant, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans, je suis rendue conférencière. Ouais. Donc oui, je fais le Québec Apartment Conference, j'ai fait le sommet de l'immobilier, j'ai fait plusieurs fois le forum multirésidentiel de Montréal au Palais des Congrès. Puis récemment, j'ai fait les deux. J'ai fait celui en février pour le multirésidentiel à Montréal, puis j'ai fait le sommet de l'immobilier aussi en avril. C'était d'ailleurs une rencontre que j'ai fortement appréciée, la dernière au sommet, parce que j'ai eu la chance de donner ma conférence avec le maire de Repentigny Wow. et le maire de Saguenay, où est-ce qu'on a justement parlé du développement. Le sommet de l'immobilier, c'est une rencontre annuelle des plus grands professionnels du métier, construction, immobilier, développement, etc. Puis on y voit les tendances. On y parle aussi des challenges. C'est quoi les challenges que ont les professionnels actuellement? C'est quoi le challenge que le constructeur a, que le développeur a? C'est quoi le ralentissement qui se passe sur le marché? Fait que c'est un peu ça qu'on a parlé au sommet de l'immobilier. Dans ma conférence, j'ai d'ailleurs fait la séance plénière avec les maires. Puis on a eu la chance d'avoir juste avant nous la maire de Montréal, la mairesse de Montréal, donc qui a parlé justement d'une nouvelle chose. Puis ça, je pense que j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est que la Ville de Montréal a mis en circulation des terrains qu'elle-même met à disposition pour les constructeurs. Ça, là, moi, ça me sonne une cloche. Ça me sonne une cloche. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si les mairies, si les municipalités ont commencé à acquérir, ils l'ont toujours fait depuis toujours, c'est juste qu'on en parlait moins, les municipalités qui acquérissent du terrain puis qui se positionnent pour offrir de l'inventaire pour les constructeurs. Ça veut dire que si tu as du terrain à développer puis que tu t'attends à aller chercher le gros prix, ça n'arrivera pas. Il va falloir s'adapter parce que le système immobilier, c'est toujours l'offre et la demande. Exact. Puis, il y a un autre truc aussi. En ce moment, dans le monde du terrain, il faut comprendre que, oui, on a besoin de bâtir, mais on n'a plus besoin de bâtir des logements à 2000 $. On n'a plus besoin de bâtir des logements à 2500 $ par mois. Parce que si on bâtit encore des logements pour aller chercher des locations de 2500 $ par mois, bien, on va juste se retrouver avec de la vacance. Aujourd'hui, on a besoin de construire de l'abordable. Mixicité. La mixité, puis on a besoin de construire de l'abordable. Il faut qu'on intègre ça dans nos modèles d'affaires. Et le challenge est où? C'est que les développeurs, ils sont pas contre. Les constructeurs non plus. Il faut juste que les proformas fonctionnent. Comment que les proformas fonctionnent? On revient au terrain. À la base. À la base. Si le terrain a été payé trop cher, aucun projet va fonctionner dessus. Si le terrain a été étudié correctement et vendu au bon prix, les projets vont fonctionner. Moi, j'arrête tellement pas de le dire là, que faut que tu vendes ton terrain pour que la personne qui l'achète, ben, qu'elle fasse pas. C'est pas j'aime pas ça dire le mot profit à l'achat, mais il faut que le chiffre fonctionne. Tu sais, le coût terrain, coût projet, là, le pourcentage, là, le monde, ils connaissent pas ça. Hein? 50 000 la porte, 40 000 la porte. Marche pas. Ça marche pas. Lâchez la porte. Il faut que les terrains qui se vendent, puis là, ça dépend encore là, à quelle étape est-ce qu'ils sont vendus? Est-ce qu'ils sont vendus développés ou est-ce qu'ils sont vendus pour du développement? Il y a un autre point, les terrains qui sont vendus développés. Est-ce que ce que toi, tu as développé dessus va se pérenniser? Moi, j'ai des clients qui ont développé des projets, qui viennent me voir, qui ont développé des projets, ça fait 4 ans, puis qui veulent les vendre aujourd'hui. Mais ton projet ne fonctionne plus. Il y a 4 ans, le marché était quelque chose. Aujourd'hui, il en est autre chose. Absolument. Il y a la capacité d'absorption du marché. Parlons, mettons, de la Rive-Nord de Montréal. La capacité d'absorption est atteinte actuellement. À la base, c'est C'est fini.
D'ailleurs, moi, je vois les taux, je dis « Wouhou! » Ben, on le voit, c'est qui est en arrière? C'est les REIT, là, puis les gens bien nantis. C'est les REIT, c'est les gros joueurs, c'est les institutionnels qui sont en train de construire. Mais encore là, il y a encore de la place. Mais t'es d'accord avec moi que le flow, moi j'appelle ça le flow d'un exemple d'un 100 logements, d'un 200 logements qui se construit à côté, là, à 5 km de là, 3-4 km de là. Souvent, on a un petit terrain de 12 logements qu'on peut faire. C'est le flow, là. Exactement. Go, saute dessus. 100%. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu bénéficies du travail d'un REIT. Oui. Parce que si tu es juste à côté puis tu achètes un terrain plus petit, mais tu bénéficies déjà d'une attirance qui a été faite pour une certaine clientèle, puis tu vas bénéficier aussi d'un secteur, parce que les REIT, ils développent pas n'importe où. C'est comme les Starbucks, par exemple. Moi, les Starbucks, quand j'en vois un, je sais que tu peux acheter le terrain d'à côté. Parce que si ça s'en vient, ça va se développer. Mais c'est la même chose. Si un REIT construit un 100 logements, puis que tu as un terrain à 300 mètres, prends-les. C'est sûr et certain que le REIT ne s'est pas installé là pour rien. Il a fait des études de marché, il a fait des études locatives, il a fait des études pour savoir si ce secteur-là est bien, il s'en va se développer. Puis si tu veux qu'on parle de Grenville, c'en est un exemple. Ça en est un très bel exemple. Ils sont à l'écoute, là, parce que tu as vendu récemment, justement, un projet de 57 logements. 57 logements que Cynthia, une de mes mentorées, a développé avec son père. Exact. Écoute, impressionnant ce qu'ils ont fait avec des bons professionnels. Ils ont fait quelque chose de majestueux, mais qui aurait dit? Ben, tout le monde, moi, je me rappelle, quand on a commencé ce projet-là, il y a plusieurs années, tout le monde, il disait, ah non, ça marchera jamais. Ça n'a pas d'allure sur le bord de l'eau. Ben, trop gros, t'es à Grenville, capote pas, là. T'es pas à Laval. Non. C'est en train d'être construit en ce moment où est-ce qu'on se parle, toi puis moi, Jeff. C'est le ça marché. Prenait une vision. Ça prenait une vision. Le marché est prêt à absorber des projets bien pensés, bien réfléchis, tout simplement. 100%. Même si on est dans des plus petites villes. 100%. La difficulté, par contre, de ce projet-là, c'est qu'il faut savoir une chose. C'est que, oui, le zonage le permettait. La ville était très heureuse de voir ce projet-là naître dans la ville parce que ça va apporter beaucoup pour la municipalité. Le vendeur, c'était les vendeurs, ils sont plusieurs, donc le père, la fille, d'ailleurs, je les salue, et ils avaient une ambition incroyable. C'est des gens qui n'ont rien qui les arrêtait, il n'y a rien qui leur faisait peur, ils continuaient, ils avançaient. Mais encore là, il faut trouver l'acheteur qui, pour lui... ce produit-là, dans cette municipalité, Exactement. Dans cette petite municipalité-là. Il faut trouver la personne qui va croire en cette municipalité puis qui va venir développer là. Mais le plus gros challenge, il n'est pas là-dedans. Il est dans le financement. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de produit comparable. Il n'y a pas de comparatif. Puis les banques, les institutions financières en général ne vont pas financer dans des villes de moins de 10 000 habitants. Et à Grenville, on est dans cette situation-là. On est dans une ville de moins de 10 000 habitants. Donc, comment qu'on fait pour financer un projet de 50 et quelques logements au complet sans institution financière? Ça prend de la solidité. Justement, ça m'amène un petit peu au niveau des municipalités. Qu'est-ce que tu vois en ce moment comme tendance de collaboration entre... depuis 6 ans là, que tu fais du développement, tu vends des terrains. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution des municipalités d'aujourd'hui là, qui est intéressant pour les investisseurs qui nous écoutent? Là? Moi, là, ce que je vois de plus en plus, tu sais, on a entendu trop souvent le fameux discours « Ah, les villes, c'est long, les villes. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toi qui comprends pas. C'est... Non, mais vrai. souvent, moi, je vois les municipalités qui collaborent dans mes dossiers. La ville de Laval, oui, c'est ça, ils ont plus de dossiers que Grenville, c'est normal, mais ils collaborent. La ville de Repentigny collabore. La ville de Mirabel, Saint-Jérôme, c'est... Il faut avoir le langage. Puis c'est là que la petite finesse va entrer en ligne de compte, puis c'est là que les professionnels doivent entrer en ligne de compte. Tu ne peux pas, monsieur, madame, tout le monde, communiquer avec une ville. Engage le professionnel qui, lui, connaît les rouages administratifs des villes, qui a l'habitude de transiger avec les municipalités, puis tu vas voir, ça va bien aller. Parce que 95% des transactions que je fais puis des projets que je fais avec mes clients, j'ai pas de blocage dans les municipalités. Au contraire, les villes veulent des projets, ils veulent du développement, puis ils sont en train de collaborer. La ville de Repentigny, que j'ai donné la conférence au sommet de l'immobilier avec le maire, il l'a dit sur le stage. Il a créé une ligne directe pour les développeurs. Saint-Jérôme a fait la même chose. À Saint-Jérôme aussi. Ils ont mis en place des bureaux pour
spéciales, des Ouais. équipes spéciales pour accueillir ces gens-là. La mairesse de Montréal est en train de nous donner un discours semblable. C'est vrai qu'elle est nouvelle. On n'a pas encore eu la chance de donner nos impressions, mais elle le dit. Venez nous voir. Venez nous voir. Elle a mis en circulation des terrains. Donc, moi, je vois des villes qui collaborent. La seule chose, attendez-vous pas d'envoyer un email puis que c'est eux qui fassent le suivi à votre place. Non. Soyez proactifs. Engagez les professionnels. Mais on est d'accord que pour acheter un terrain qui appartient à la municipalité, Oui. ça demande un peu plus de doigté, Bien sûr. puis ça demande un petit peu plus de préparation et de CV aussi quand même. Je veux C'est dire, différent. je veux dire, j'ai 30 ans, je cogne à la ville de Montréal, j'ai jamais développé de projet de ma vie, j'ai acheté 2-6 logements, puis je vais acheter un terrain pour faire 10 étages. Ça se peut que ça C'est soit sûr. tough. C'est sûr. Mais ça, si la ville est tough parce que c'est la première fois que tu achètes un terrain pour faire un 17 étages, moi, en tant que courtier, si je vends le terrain d'un de mes clients, je vais te faire la même chose. Si tu as 20 ans puis tu viens m'acheter un terrain pour 17 étages puis tu n'as jamais fait ça, comment je fais pour rassurer le vendeur que tu es le bon acheteur pour lui? T'sais? Il y a des choses qui doivent aller ensemble. Puis c'est là encore les professionnels. Si c'était l'urbaniste qui est engagé par l'acheteur qui va rencontrer la ville, c'est différent. Ben oui, parce qu'il ne le voit pas. Voilà. Il le voit pas. Voilà. C'est... Fait que si l'urbaniste qui a présenté le projet, c'est lui qui s'en va voir la ville, tu as plus de chances que ça aille plus vite. C'est quand même impressionnant de voir comment les municipalités d'aujourd'hui ont changé, comment on a à disponibilité plus de terrain qu'on n'a jamais eu auparavant. Avant, là, moi, je recule, là, il n'y a pas si longtemps que ça, 7-8 ans, là, c'était rare qu'une ville disait « Ah, on a des terrains, si tu veux. » Ouais. Et non, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait rien. Ça, c'est Ben, clair. il y a plusieurs années, les villes, il n'y avait pas aussi ce besoin, Jeff. Il n'y avait pas le besoin qu'on a aujourd'hui. Fait que les villes, là, ils se sont pris, ça fait quelques années, ils ont commencé à acquérir des terrains puis les préparer. Puis là, ben maintenant, les villes font des développements. Je parle encore de Repentigny, je me répète, mais le projet Avancia que Repentigny a fait, c'est un projet de mixité incroyable. Ils ont développé une petite ville à l'intérieur. Il faut voir ça. Tu sais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des villes qui collaborent. Ils ont encore besoin de peaufinage, je dirais. Il y a encore besoin d'une petite touche pour se rapprocher encore plus du constructeur, se rapprocher encore plus du développeur, parce qu'il y a encore, je te dirais, encore un mur de chaîne entre les deux où est-ce qu'ils doivent se comprendre, parce qu'une municipalité reste une institution administrative et un constructeur, un développeur, c'est le gars sur le terrain. C'est lui qui sait c'est quoi le challenge. Parce que, tu sais, la ville, elle pense pas, est-ce que la Desjardins va-tu me financer ou est-ce que je vais devoir aller par un privé? Ça, il faut que les villes commencent à le comprendre. Parce que c'est ce petit côté-là, c'est la liquidité, c'est comment aller chercher les fonds, comment financer. Ce petit côté-là, ben, je pense que les villes devraient commencer à y réfléchir. Des congés de taxes, des aides financières pour les constructeurs. Mais si le développeur ou l'investisseur ne le demande pas, il ne l'aura pas. Ben oui, moi, je suis rendu, c'est systématique, là. C'est vrai. Je rentre dans une ville, faut en là, discuter, il faut parler. je m'en fous, là. Oui. Qu'est-ce que tu me donnes, là? Je vais acheter le terrain, là, on va faire 100%. 60 logements. Qu'est-ce que tu peux me donner? Si tu le demandes, ben, mettons, je pars déjà qu'une strike, il ne veut rien me donner. Ben, peut-être que je vais aller chercher quelque chose, peut-être un an, mais si je... Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Puis encore là, cette idée d'aller rencontrer les municipalités, de leur demander aussi c'est quoi qu'ils ont besoin. Ça, c'est la clé du succès. C'est quand même quelque chose qui fonctionne encore. C'est quoi que tu n'as pas puis que moi, je peux t'apporter? La ville, en collaborant avec elle, si la ville elle a un manque à quelque part, ben là, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais attendez-vous pas à ce que vous ayez développé les plus beaux projets parce que vous demandez à la ville, ben je peux t'aider. Non. Aujourd'hui, il y en a plein de la compétition. Les municipalités reçoivent des dizaines et dizaines de constructeurs et développeurs qui veulent construire quelque chose. Fait qu'il faut aussi se démarquer, être différent, avoir des projets qui vont redonner à la communauté, des projets aussi qui vont penser à l'avenir. Tu sais, dans le temps, là, on construisait des appartements, puis des appartements, puis des appartements. Les nouvelles constructions que je vois, là, je parle pas des nouvelles constructions 2023-2024, là. 2025-2026. Ceux qui sont en plan aussi, là. Ceux qui sont en plan actuellement. C'est tout pas repensé. C'est repensé. C'est repensé. On vie. essaie de réintégrer des milieux de vie mixtes. On veut plus des tours à condo avec toutes les amenities, mais il n'y a rien, il n'y a pas... Juste des 4,5. C'est ça.
Ça n'a pas de sens. Il faut de la mixité. Il faut un logement pour une famille, puis il faut un logement pour une personne seule. C'est pas la même chose. Puis il faut aussi intégrer aujourd'hui des commerces de proximité. Des commerces de proximité dans les nouveaux projets. Une tour de 150 logements, pensez-y. Il faut qu'il y ait une garderie pas loin. On a la chance de pouvoir les intégrer dans nos projets. Dans nos projets des tours, là, les tours de 6 étages et plus, là, il y a souvent du commercial au rez-de-chaussée. On peut se permettre d'amener des commerces de proximité, des pharmacies, des garderies. C'est pas juste, let's go, je me mets un gym puis une piscine creusée. Oui, ça en prend aujourd'hui, mais il faut aussi penser au commerce de proximité. Est-ce que tu penses encore quand même, comme à Laval, tu sais, on a eu Place Morancy, là, Place Montmorency, là, c'est méga complexe. Ouais. Tu sais, on le sait, on a Groupe Mac là, qui s'en vient là, avec Radio-Canada, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place à des méga projets comme ça? Ou on retourne du plus petit, là, Ben, moi, si je peux te donner la tendance que je vois actuellement. Ouais. Moi, je transige plusieurs centaines de millions de dollars actuellement transactionnellement parlant, puis je le vois arriver, tu sais. Je vois les tendances avant tout le monde. Pourquoi? Ouais. Parce que moi, je fais du terrain. Je fais de l'immeuble multirésidentiel aussi. Je fais de la construction neuve, puis je fais de l'immeuble usagé multirésidentiel. Puis on le voit. On voit les tendances. Quand mes acheteurs sont plus sur le multi, tu sais, récemment, je te dirais, depuis 6-7 mois, tout le monde m'appelle pour acheter des immeubles. Immeubles, pas de terrain, là. La plupart. Ils ont ralenti un peu la cadence sur les terrains sur la Rive-Nord. Fait que là, qu'est-ce que tu sens? Tu sens que ça ralentit. Pourtant, début 2025, les chantiers ont recommencé, puis c'était fort, puis ça allait vite, puis tout le monde voulait du terrain, puis tout le monde m'appelait. Mais ça veut dire quoi? C'est parce qu'on ne pourra pas construire 2 millions de portes par année, là. C'est parce qu'il y a aussi un cap à un moment donné. Les gens vont acheter. Ils tombent en mode développement. Pendant qu'ils développent, il faut qu'ils continuent à investir. Fait que là, ils vont diversifier leurs acquisitions. Ils vont aller acheter quelques immeubles multi en attendant que les projets se développent. Fait que, qu'est-ce que je vois comme tendance pour répondre à la question de est-ce qu'il y a encore de la place à Laval pour des méga projets? Je pense que oui, mais pas pour le développeur qui a bâti du 6. Il y a encore de la place pour les REIT. Il y a encore de la place pour les REIT qui vont être en mesure d'aller chercher des bons accommodements avec les municipalités, des bonnes ententes, puis qui vont aller chercher des subventions pour faire du logement abordable. C'est ça qu'il y a encore comme place. Fait que si tu es en train de t'acheter un projet de centaines d'unités à Laval, si tu es bien accompagné puis que tu as des bons investisseurs puis que c'est déjà entamé, let's go. Mais si c'est pas encore commencé, il faudrait commencer à diminuer sur Laval. Laval, puis en plus, je le vois, là, les gens me rappellent en ce moment, Sophia, je me cherche un terrain à Laval pour faire du 6, pour faire un 8. Je veux pas dépasser 12 logements. Ouais. Mais en même temps, c'est le même problème que j'avais vu en 2021. 2022, les gens me disaient, je veux un terrain à Montréal pour bâtir un 6. Dans le temps, je leur disais, je vais te vendre un terrain pour un 6 à Laval, puis ils me disaient, non, ça me tente pas d'aller sur la Rive-Nord. À Trois-Rivières. Ouais. Mais là, le problème, c'est que ceux qui se cherchent un 6 à Laval, ils devraient penser à un peu plus loin. Parce que dans 2-3 ans, ils vont me rappeler, puis ils vont me demander un terrain à Saint-Jérôme, puis ça sera rendu le Laval. Oui, exact. Fait qu'il faut s'adapter au marché. 27 listings. J'ai compté ça un matin. 27 que tu vois. Que je vois, ouais, c'est ça. Donc, ils sont à marché public, 27. Oui, mais en arrière, je sais, vous avez le marché privé. Là, ouais. Fait qu'on a le marché privé, puis on a le marché public. Puis actuellement, j'ai 58 listings. Mais ce que je vois, 27, ça veut où? Total, public, 50 listings dans 4 coins du Québec. Oui. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Je te dis, je suis une passionnée, je suis une droguée de l'immobilier. Fait que moi, je me réveille, puis je fais juste ça, travailler jusqu'à temps que je me couche. Mais j'aime ça. Puis aussi, il faut que je le dise, je suis pas toute seule. Okay. Je l'ai fait pendant plusieurs années seule. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai une équipe. Donc, j'ai quelqu'un qui est mon bras droit, qui est Jimmy, qui est là avec moi, qui travaille aussi en arrière. Puis on se le cache pas, on travaille quasiment tous les jours, du matin au soir. Mais encore là, le système PMML, c'est aussi une des clés de ce secret-là. C'est que moi, à l'interne, j'ai une équipe immobilière, j'ai une équipe d'évaluation, j'ai une équipe d'informatique, on a une équipe marketing. Fait qu'on a tous ces outils-là, puis tous ces gens qui travaillent avec nous, puis maintenant, on a même PMML Maroc. Je sais pas si tu savais. Non. On a plus d'une 30aine de personnes maintenant au Maroc. Donc, on a officiellement PMML Maroc. Malade! Ouais.
Fait que là, il y a du monde en arrière de nous qui sont là pour nous aider, pour gérer tout ça. C'est sûr que c'est énormément d'ouvrages. Je te le cacherai pas, parce qu'avoir 58 listings, c'est énorme comme travail. Mais c'est aussi le fait que le terrain, c'est pas comme des immeubles. Le terrain, c'est plus lent. Donc, je peux me permettre d'en avoir plus. OK. Puis, ça, c'est sans compter les transactions où est-ce que je représente l'acheteur uniquement. Ah ouais, ça, Tu les vois pas, on ceux-là. les voit pas, c'est ça. Mais est-ce que Sophia, c'est un bourreau de travail qui décroche jamais ou ça t'arrive-tu de t'imposer des vacances? Ben, Ou la vie je vais être t'impose honnête- des Je vais vacances? être honnête avec toi. Oui, je suis un bourreau. Je suis un bourreau de travail. Je suis Capricorne. Ouais. Fait que je suis quelqu'un qui adore travailler depuis très jeune. J'aime ça. Pour moi, c'est naturel. Pour moi, quand je fais rien, je capote. Mon mari me le dit tout le temps. Il dit arrête 2 secondes. Même quand tu es en train de dîner, tu es en train de réfléchir. Mais c'est ça, être un entrepreneur puis un travailleur autonome surtout. Parce que si tu n'es pas de même, tu peux pas gérer une business. Tu peux pas gérer la business des autres parce que c'est ça que je fais. C'est l'argent des gens. Tu sais. Fait que oui, je suis un bourreau de travail, mais je suis capable de prendre le temps de m'arrêter quand il faut. Écoute, louange à ton mari. Ouh. Mais- Parce que mais moi, je te comprends. Tu sais, Mélanie, c'est la même chose. Mélanie, moi, j'arrête jamais. Mais quand même, je suis pas 100% en avant de mon ordi. Toi non plus. Le téléphone, c'est tout aussi puissant. Il faut maximiser, puis il faut trouver il est où notre X. Là, maintenant, avec ton partenaire, ben là, à un moment donné, tu as augmenté ton X. Là, tu restes ton X. Tu as commencé à déléguer. Puis là, tu sais, c'est la roue qui tourne. Hey, d'ailleurs, si tu es intéressé à voir tout ça, là, le listing de ça, écoute, c'est fou, là. Moi, je dis qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, tu le sais, créateur de richesse, juste en dessous de la vidéo, je vais mettre, et où sur Spotify, je vais mettre le lien. Hein? Je vais mettre le lien à cette charmante demoiselle qui va... Dame ou demoiselle? Attends, je regarde Comme ta tu main. veux. Demoiselle. Non, dame, je suis mariée. Oh, cette charmante dame qui va justement pouvoir t'accompagner ça, pour acheter, pour vendre un terrain et ou un projet multirésidentiel à usage mixte ou non. Elle a des connaissances dans tout, puis c'est vraiment fascinant. Parle-moi un petit peu de l'immobilier commercial. Tu sais que j'aime l'immobilier commercial. Ben, l'immobilier commercial, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Non, Sophia, arrête. Pour moi, c'est un monde à part. Tu sais, tu peux pas... Puis je le dis tout le temps, moi, j'ai mes 2 licences. J'ai ma licence résidentielle puis j'ai ma licence commerciale. Pour moi, tu peux pas faire du résidentiel et du commercial. C'est un des 2. Ah ouais, tu Ouais. penses? Pour moi, faire du résidentiel puis faire du commercial, ça marche pas. C'est un des 2 parce que c'est un monde à part. Le commercial, il n'y a pas d'émotion. C'est rationnel. C'est très rationnel. Le courtage immobilier résidentiel, c'est de l'émotion, c'est du coup de cœur, Ouais. c'est des achats personnels. Ouais. Mais le commercial, c'est un monde à part. Fait que si tu veux qu'on parle d'immeubles multirésidentiels, ça va bien en ce moment. Les gens achètent un peu plus qu'il y a 2 ans. Commercial qu'il y a 1 an. pur. Commercial pur. Les McDo, les Tim Hortons, les Dollarama, les strip malls, comment ça? Si tu parles du retail, Ouais. côté retail commercial, je te dirais qu'il y a un nouvel appétit qui est en train de se créer, mais il faut être créatif. Ouais. Parce que le retail en tant que tel, il y a quand même une baisse actuellement qu'on a vue. Mais il y a un nouvel engouement qu'on voit revenir un peu sur le marché en ce moment. Le bureau qui vient de revenir. Bureau qui vient de revenir, en effet. Il y a une augmentation de 27 par rapport à l'année passée, je crois. Exactement. Puis, il y a aussi le retail qui est en train de revenir. Puis ça, c'est à cause de quoi? Ça, c'est parce qu'il y a du développement qui se fait. Ouais. Ça va tout ensemble. Hein? Si tu as un secteur où est-ce qu'il n'y a pas de développement, c'est sûr et certain qu'il n'y aura plus de goût pour le retail. On le voit, par exemple, ici, à Laval, sur le boulevard des Laurentides. Il y a du développement multirésidentiel qui est en train de se faire. Le retail va suivre. Là, Le retail va suivre. Ça se déjà. Moi, j'ai déjà des demandes. Là, Voilà. C'est tout à fait normal. Puis là, les propriétés, ils ont monté un petit peu. Exactement. C'est comme ça la vie. Exactement. Sophia, moi, là, tous ceux qui viennent dans mon podcast Richesse et Liberté, on regarde les 7 piliers. Puis là, tu vas me dire, si tu as fait des investissements dans ce secteur-là, parce que pour atteindre la liberté financière, il faut faire la diversification. Moi, 100%. Je crois beaucoup à la diversification. Et puis, c'est pas important. On veut pas savoir combien tu as mis. On veut juste savoir si tu as fait des investissements immobiliers. Oui. Vas-y. T'en as-tu fait en immobilier? Oui.
entreprise d'opération, ben là, t'es-tu considéré, toi, comme courtier immobilier, une entreprise d'opération? Je suis incorporée. T'es incorporé. Donc, mais t'as pas de buanderie, t'as pas de restaurant. Non, j'ai pas de buanderie, j'ai pas de restaurant. Je serais pas bonne pour ça. Les arts comme ça, comme on voit là. Est-ce que j'ai investi dans l'art? T'as-tu investi dans l'art? J'ai investi dans l'art que j'aime, mais je suis pas une amatrice. Je me corrige. T'as un coup de cœur. Quand j'ai des coups de cœur, oui. Ouais. Oui. OK. Oui. Mais c'est pas un objectif de faire Non. du cash. Non. OK, pas pour parfait. moi. Les métaux précieux, l'or. Ceux qui me connaissent le savent. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. J'en vois Mais je porte que ça. OK, parfait. Ouais. Parce que pour moi, c'est un peu comme l'immobilier, puis je compare beaucoup les métaux à l'immobilier parce que c'est du palpable. Un immeuble, c'est palpable. Du terrain, c'est palpable. Des métaux aussi. Exact. Puis justement, l'or a monté énormément dans l'année 2026. Même, c'est des montées fulgurantes. Moi, j'étais juste contente. Ça a permis de faire une petite croissance financière importante. 100%. Les investissements boursiers? Les investissements boursiers, je suis pas la meilleure là-dedans, mais j'ai un conseiller financier. Puis oui, j'alloue un budget une fois par année, moi et mon époux, tous les deux, pour que ce soit bien placé. Mais je suis pas l'experte en bourse. Non. Non. Crypto? Non plus. J'y crois même pas à la crypto. Parfait. Parce que là, il y en a bien qui parlent qu'au Canada, on va faire de la tokenisation des immeubles. Mais ça, là, on pourrait faire une émission là-dessus. J'y crois à la tokenisation des immeubles. Ça, j'y crois. Puis je crois au blockchain. Mais je suis pas encore prête psychologiquement à accepter la crypto-monnaie. Boum, là. C'est ça la différence. Ouais. Parce que pour moi, la tokenisation puis le blockchain, je le vois autrement. Je vois un immeuble, je vois une incorporation qui peut se diviser en quote-part. C'est des actions d'une entreprise. C'est comme une société en commandite. C'est tout. Moi, ça, je suis d'accord. Je le vois aussi qu'il y a des jeunes qui commencent à y penser, acheter des immeubles, mais en achetant uniquement des actions. Je veux 20 de ton immeuble, j'achète pas 100 Quelqu'un qui a besoin de liquidité rapide, c'est une bonne façon de transiger. Fait que le blockchain, la tokenisation, moi, je la vois comme ça. La crypto, peut-être que je changerais d'avis. Il y a que les fous qui ne changent pas d'avis de toute façon. Exact. Et investissement de placement, des CELI, des REER, des babelles de même, ça, c'est quelque chose que tu regardes avec ton mari? C'est sûr que tu as l'influence de ton banquier une fois par année, tu le fais, mais moi, je crois que c'est pas mon CELI qui va me donner une retraite. Je pense que c'est... Ça mérite d'être clair en tabarouette, mais honnêtement, là, Jules Biden, solide. Excusez-moi, les planés. Pour me faire une retraite, parce que je pense que c'est triste. Désolée à mes deux sœurs qui sont dans le domaine bancaire. mais c'est ça. C'est pas mon CELI qui va me donner une retraite. C'est pas mon CELI qui va me donner une liberté financière. C'est les investissements que je fais qui sont des investissements réfléchis. Tu sais, la bourse, tu peux devenir autonome financièrement, liberté financière avec la bourse, mais il faut que tu sois connaisseur. Ouais. L'immobilier, tu as la chance aujourd'hui que l'immobilier, puis avec les outils d'aujourd'hui, puis avec toute l'intelligence artificielle qui est mise à la disposition du peuple, puis tous les gens, puis les professionnels qui forment, qui sont là pour aider les gens, l'immobilier, tu peux commencer avec rien. C'est malade. C'est incroyable. Moi, j'ai des clients qui ont acheté un premier immeuble avec son frère, son cousin, son voisin. Tout le monde a mis. Ils ont pris une cote-part, puis c'est correct. Aujourd'hui, ils sont rendus à leur 10e, 12e, 15e immeuble. Ouais. Fait que c'est un investissement. Oui, il demande des connaissances. Oui, il demande du travail, mais ça s'apprend. Tu sais, ton arrière-grand-père, y avait-tu besoin que quelqu'un y montre comment sortir les poubelles puis comment couvrir sa trappe pour le garage? C'est la même chose. Ouais. Moi, je le vois de même. Si tu veux, tu peux. Revenu de référencement ou d'affiliation, tu n'es pas dans le monde du web. Non. Donc, là-dessus, tu partages avec grand plaisir tes contacts, j'imagine. Donc, 100%. Donc, les terrains ont monté de valeur. Les immeubles, ils montent de valeur aussi également. Faut faire attention. Les terrains montent de valeur, oui, mais des fois, ils stagnent. Puis des fois, vu que le terrain en tant que tel, peu importe le terrain, peu importe le zonage, peut être affecté puis peut changer de valeur. Ça, il faut le dire. Parce que des fois, si tu as un terrain qui est zoné multirésidentiel pour faire du 12 étages, mais qu'il n'y a plus personne qui est capable de construire du 12 étages, ton terrain ne continue plus à augmenter. Non. La valeur, elle va se stagner.
pourrait aller en rétrogradement si, Exactement. dans le cas que... Si tu veux le vendre tout de suite puis tu n'es pas prêt à attendre 10 ans, oui, ça peut se rétrograder. Ça peut se rétrograder. Accepte l'argent qui te revient. Exactement. Ça, souvent, les vendeurs n'acceptent pas le montant qui leur revienne parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont tous des puits de pétrole là, dans leur terrain. 100%. Puis des fois, il faut juste leur faire réaliser que la valeur qu'ils sont capables de tirer aujourd'hui, elle a une valeur qui pourrait atteindre ce qu'ils veulent. Je te donne un exemple. J'ai un client récemment qui me dit, Sophia, moi, je veux 10 millions pour mon terrain. J'explique que moi, selon mon évaluation, on n'atteindra pas ce prix-là, mais qu'on va atteindre environ 6,5, 7 millions. Ben là, il me dit, ouais, mais là, moi, le 3 millions, je le veux. Ouais, mais si tu prends 6, 7 millions aujourd'hui et que tu le places justement dans différents investissements comme Jeff vient de nommer, tu as de fortes chances que d'ici 2-3 ans, tu l'aies atteint ton 10 millions. Tandis que si tu le gardes, puis tu attends 10 millions, peut-être qu'il va l'atteindre dans 5 ans, 6 ans. Mais si tu l'as... Puis dans 5 ans, 6 ans, ton 6-7 millions aurait peut-être atteint la même... Tu arrives au même résultat, puis des fois plus. Parce que la valeur du dollar d'aujourd'hui versus le 1 dollar dans 5 ans ne sera plus la même. Exact. Puis c'est la même chose quand tu as un bateau, puis tu vends un bateau. Moi, ma femme, elle vend des bateaux. J'arrête pas de dire, ma femme vend les bateaux. Parce que quand tu as un acheteur, tu vends. Quand tu n'as pas d'acheteur. Tu as un acheteur, tu vends ton bateau, tu as un acheteur qui passe. C'est là que ça se passe. Exactement. Essaye de closer avec lui. Puis si tu mets de l'eau dans ton vin, il met de l'eau dans son vin. Habituellement, deux parties qui veulent s'entendre toujours nécessairement avec un bon courtier. Ah, on dit-tu courtière encore? Oui, ça se dit, hein, qu'ils disent une courtière immobilière. Moi, je dis les deux, courtier, courtière. Pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon courtier immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui? Ça prend beaucoup de vigilance, ça prend de l'attention, ça prend de l'écoute, entendre ses clients, écouter, ressentir les besoins, ça prend de la connaissance. Aujourd'hui, un courtier qui a uniquement fait son cours de courtage puis qui attend après cette formation-là pour pouvoir faire des deals, ça marche plus. Aujourd'hui, il faut s'éduquer, il faut aller plus loin, il faut se dépasser, il faut se former. Même un courtier immobilier se forme aujourd'hui, va payer des formations pour savoir c'est quoi qui se passe récemment en finance, c'est quoi qui se passe récemment en investissement, en financement, etc. Fait qu'un bon courtier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'éduque, qui n'a pas arrêté de connaître les tendances du marché, qui comprend son marché, qui écoute son client, qui est à l'écoute de la clientèle et surtout à l'écoute du marché. C'est fou, hein? Communiquer. Oui. Hein, parce que ils ont des têtes dures des fois, hein? Autant l'acheteur que le vendeur, la personne. Dès qu'il y a de l'argent, Jeff, c'est normal. Tout le monde veut. Tout le monde a. Puis moi, je dis toujours à mes clients, t'as peut-être raison, puis t'as peut-être tort, mais je le sais pas. Ce que je sais, c'est que tu as un but, puis il faut toujours se rappeler du but. Puis tu peux jamais dire à quelqu'un qui a tort, parce que c'est quand même son argent. Puis s'il s'en va pour mettre 10-15 millions sur un projet, il y a quand même des raisons de s'inquiéter, puis des fois de pousser un peu plus pour s'assurer que son investissement est bien fait. Et le vendeur, même chose. Lui aussi, il veut s'assurer qu'il n'est pas en train de perdre du temps puis qu'il rate quelqu'un d'autre qui aurait pu lui donner cet argent-là. Fait que c'est vraiment la communication. Conseil à un investisseur qui veut commencer à faire du développement immobilier. Mettons, là, tu parles à la caméra, puis il n'y a pas personne. Qu'est-ce qu'on dit à cet investisseur-là? Bien, la première des choses, fais-toi accompagner par les bons professionnels, entoure-toi des bonnes personnes. N'aie pas peur de faire des heures supplémentaires le soir pour t'éduquer, te renseigner, assister aussi. Il y a énormément aujourd'hui d'événements qui sont là pour éduquer les développeurs, les investisseurs. Il y a aussi énormément de professionnels qui redonnent énormément de leur temps, de leur expérience. Donc, moi, je dis, un jeune investisseur qui veut développer, qui veut commencer le développement, entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'en t'entourant des bonnes personnes, tu vas être en mesure de trouver le bon projet puis éviter les erreurs que tu aurais fait si tu l'aurais fait seul. Malade. Écoute, c'est impressionnant. Maintenant, si je te demande, Sophia, c'est quoi son prochain next step? Mon prochain next step, je suis en train d'agrandir en ce moment mon équipe immobilière. C'est ça mon prochain next step. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je pense que j'aime beaucoup mon côté conférencier. J'aime bien donner des conférences. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à développer. Je pense que je vais continuer aussi à agrandir l'équipe chez PMML. Je pense aussi que je m'en vais aussi vers un next step où est-ce que je mûris
mûri un peu plus parce que moi aussi, j'ai appris. Parce que moi, je connaissais pas tout là, quand j'ai commencé l'immobilier. Moi aussi, là, j'ai appris sur le tas. Absolument. Puis aujourd'hui, ben, je me rends compte que malgré que j'ai transigé des centaines et des centaines de millions de dollars transactionnels et que j'ai eu la chance de transiger des beaux projets, que j'ai travaillé avec des petits joueurs comme des très gros joueurs, je transige avec les plus gros joueurs du Québec dans la plupart des transactions, j'ai encore beaucoup à apprendre. Fait que moi, je pense que mon next step, c'est toujours continuer à apprendre. Toujours, toujours et tous les jours. Sophia, merci beaucoup d'être venue au podcast Richesse et Liberté. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. On pourrait jaser pendant des heures et des heures, mais à un moment donné, c'est comme ça, il faut s'arrêter. Mais merci beaucoup d'être passé. Merci à toi, Jeff, pour l'invitation. Puis c'est toujours un plaisir de jaser avec toi aussi. Je te remercie beaucoup d'être passé à cette merveilleuse émission avec Sophia. Si tu as envie de communiquer avec elle, n'oublie pas, je t'ai mis le lien justement en dessous de la vidéo. Clique sur la cloche en haut pour avoir la prochaine parution et abonne-toi à la chaîne si tu as envie de faire du développement immobilier, du flip de terrain, de la construction de multilogements ou bien tout simplement développer la diversification de ton prochain projet commercial. Donc, as-tu envie de louer des Dollarama, des McDonald's, etc.? On a les programmes de formation pour ça. Donc, entre-temps, je vais te souhaiter une merveilleuse semaine. On se voit à la prochaine émission. Ciao, ciao!